Et puis, donc là, nous avons le plaisir d'accueillir M. Per-André Sepet, ingénieur de la HESSO et de Physeos SA, qui est un spécialiste pour donner des conseils sur les rénovations de maisons. Donc, sa conférence s'intitule « Bien rénover sa maison, comprendre les enjeux, les possibilités d'intervention, la marche à suivre et les subventions possibles dans le cadre d'une rénovation énergétique de bâtiments ». Donc, Monsieur Sepet, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Désolé pour le titre extrêmement long de la présentation. Moi, je vais vous parler de rénovation, je vais vous parler d'énergie, je vais vous parler de confort un petit peu. Mais avant, j'aimerais peut-être vous parler un peu d'argent. Regardez, prenons ce petit exemple. La villa du Haut, villa à vendre, 1960, chauffée au mazout, dans son jus. Valeur sur le marché. Villa du Bas, villa de 1960, rénovée en 2008, complètement isolée, chauffée aux énergies renouvelables. Laquelle a plus de valeur sur le marché, déjà, hein. Ça, c'est peut-être une chose qu'on doit se poser comme question. Rénover, oui, c'est économiser de l'énergie, mais quelque chose qui est important, puis on a tendance un peu à oublier, c'est maintenir la valeur du bien à long terme. Et ça, c'est quand même super important en tant que propriétaire. Ça, c'est pour la petite introduction. Maintenant, les enjeux énergétiques. Alors, comme hier, il y a eu des présentations sur la politique énergétique, la transition, je vais essayer d'être le plus bref possible. Mais juste pour placer un tout petit peu la problématique. Pourquoi est-ce qu'il y a des exigences légales sur l'isolation des bâtiments? Pourquoi on vient nous embêter avec de la rénovation et de l'économie d'énergie? En fait, c'est assez simple. C'est un vilain graphique, hein. Regardez, l'évolution de la consommation d'énergie en Suisse de 1910 à 2020. Alors on voit que de 1910 à 1945, c'est la mort clinique. Comme mon patient, là, il est en mort cérébrale, il n'y a rien qui se passe. De 1945 à 1973, année très précise, il y a une explosion de la consommation d'énergie en Suisse. Regardez ça, ça monte très 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 fort. On a construit beaucoup de bâtiments, on s'est développé après la Seconde Guerre mondiale, et puis on a été très très dépendant, je ne veux pas faire le détail des énergies, mais on était très très dépendant aux combustibles pétroliers, aux fossiles. 1973, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un peu la situation dans laquelle on est un peu aujourd'hui. On a eu une pénurie d'énergie. Il y a eu des dimanches sans bagnole. Donc ce n'est pas en 2022 ou 2023, déjà, on a déjà connu ce genre de choses. On est déjà passé un peu par là. Donc il ne faut pas trop, on va être assez résilient, ça c'est pas un souci. Puis en fait, le message, c'est que sur ce graphique, 80% c'est de l'énergie non renouvelable. Et puis, sur ce graphique, le 50% de la consommation totale d'énergie en Suisse, donc la moitié de ce qu'on consomme ici, c'est les bâtiments. C'est les bâtiments. C'est un acteur principal de la transition énergétique, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur la rénovation des bâtiments. En gros, c'est 30% pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, 14% pour l'électricité, et puis on a 6% pour la construction. Mais la construction, on ne peut pas faire grand-chose, mais on a deux gros postes de l'ordre de 45% sur lesquels on peut agir sur la consommation totale du pays. Et puis, je vous le donne en mille, il y a 35%, c'est la mobilité. Donc vous avez 50% les bâtiments, 35% la mobilité, vous voyez ce qui reste pour l'industrie et autres. Donc là, l'enjeu, ça va être la rénovation des bâtiments. Et puis là, je vous donne un ordre de grandeur, c'est une moyenne suisse de la consommation des bâtiments par année de construction. Alors vous voyez, vous avez les bâtiments de 1920-1970, qui consommaient l'équivalent, pas forcément du mazout, mais l'équivalent de 20 litres de mazout par mètre carré de surface chauffée. Ou ça fait 20 mètres cubes de gaz, ou ça fait x 10, 200 kWh d'électricité à peu près. Et puis, il y a eu une diminution dans la décennie suivante. Alors, elle n'est pas spectaculaire, la diminution, mais on est quand même passé de 20, 22 à 17, 18. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est 1973. Milieu des années 70, c'est les premières réflexions en termes de, je dirais, qualité énergétique dans les bâtiments. Jusqu'en 1970, on faisait ce qu'on voulait, quoi. On avait du béton armé et puis peut-être un vide d'air, un bout de nouveliste pour isoler ou quelque chose comme ça, quoi. C'était à peu près tout. Et puis après, on a commencé à, je dirais, pas à serrer la vis, mais déjà à penser à mettre une vis. C'était déjà pas mal. Et puis après, les normes, elles ont évolué. Aujourd'hui, si je construis un bâtiment neuf qui respecte simplement les exigences légales, je vais me situer autour de 4 ou 5. Donc regardez, par rapport à un bâtiment de 1970, qui est à 20, je suis à 4 ou 5. Ça veut dire que je vais diviser par 4
voire 5. Si je fais une bonne rénovation d'un bâtiment des années 70, je peux, si je vais vraiment au bout de la réflexion, arriver quasiment au niveau du neuf. Après, il y a des éléments comme les radiers contre terrain, où c'est difficile d'aller excaver pour les reprendre en sous-œuvre, c'est un petit peu plus délicat. Donc, allez, si je rénove bien, j'investis, je fais l'effort, je vais arriver autour peut-être de 7 ou 8. Je vais diviser par 3 ma consommation. Mais regardez, si vous avez un bâtiment des années 70, vous divisez par 3. 3, c'est un petit chiffre, on est d'accord. 1, 2, 3. Prenez votre revenu, puis vous le divisez par 3. Vous verrez que ce n'est pas un petit chiffre, 3, quand il est au dénominateur. C'est quand même important. Et puis la question que je pourrais vous poser, c'est un peu y répondre. Vous pensez que l'âge moyen du parc immobilier suisse, c'est des bâtiments qui datent de 2020 ou c'est plutôt des bâtiments qui ne sont pas rénovés, qui datent des années 70-80 ? Vous avez un peu la réponse, quoi. C'est plutôt des bâtiments qui datent des années 70-80. Donc on a un grand bras de levier pour agir. Maintenant, où est-ce qu'on commence? Là, ouais, mon bâtiment, il consomme beaucoup, certes. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai que c'est pas si simple, hein. Mettre des panneaux solaires, c'est une bonne chose. Mettre une pompe à chaleur, c'est bien. Isoler son bâtiment, c'est bien, oui, mais il faudrait quand même essayer de réfléchir le plus globalement possible. Et puis, la bonne stratégie, ouais, c'est un peu présomptueux d'appeler ça la bonne stratégie. C'est une stratégie qu'il faudrait considérer. La première chose, moi j'aurais tendance, il faut évaluer son bâtiment et son potentiel sur le marché. Ça va me permettre en termes de financement, mais il y a une présentation qui va suivre, je crois, en termes pour financer le bâtiment, c'est quand même de savoir combien il vaut. Mon bâtiment, je vais prendre l'horrible cas, j'ai construit mon bâtiment au milieu des champs dans les années 70, il était tout seul, puis maintenant il se retrouve à côté d'une bretelle d'autoroute, donc peut-être qu'il a perdu un peu de valeur. Ou au contraire, peut-être que maintenant il se trouve dans une zone où je pourrais éventuellement densifier. Et puis si je pourrais densifier, je pourrais aussi éventuellement le démolir et puis construire quelque chose de neuf. Ça, on n'y pense pas forcément, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, évaluer son bâtiment, lui donner un peu une valeur financière qui aura très certainement plutôt augmenté que diminué. Et puis après, choisir et rénover son bâtiment. Alors là, je vais commencer par il y a 4 points, je vais commencer par le fond. Le premier, c'est de l'entretien. Ça, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. On redonne par exemple une petite couche de peinture dans sa salle de bain, on change un bout de carrelage parce qu'il est cassé. Certes, ça on le fait, parce qu'on aime bien vivre dans quelque chose qui ne part pas en ruine, d'un point de vue visuel et pas d'un point de vue confort. Mais ça a très très peu d'impact énergétique. Ça, c'est des choses qu'on fait, je dirais, chaque 10 ans. Après, on fait des rénovations partielles. Rénovation partielle, c'est après une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et puis, qu'est-ce qu'on fait après une vingtaine d'années? Peut-être qu'on va changer la cuisine. On va remplacer ces appareils électroménagers. Vous voyez, c'est toujours un peu des travaux d'embellissement, je dirais, de l'objet. Mais on commence déjà à toucher un tout petit peu à des éléments énergétiques. Remplacer sa vieille cuisine qui date de 1960, je force un peu le trait, hein, parce que je pense qu'il n'y a plus personne qui a une cuisine qui date de 1960, qui était G en termes de catégorie énergétique, puis aujourd'hui je suis en A. Donc je vais économiser de l'électricité. Et puis pourtant, la cuisinière d'aujourd'hui, elle cuit toujours mes pâtes. Avec un peu moins d'énergie, elle est plus efficiente, mais elle cuit toujours mes pâtes. Donc, ok, ça marche. Puis c'est à peu près tout, 15-20 ans. Sauf qu'il y a un élément énergétique qui est central, qui, en termes de la SIAG, donc qui est Société des ingénieurs des architectes en Suisse, donne des durées de vie moyennes de 15 à 20 ans. C'est les installations techniques. Et puis les installations techniques, c'est bien, donc votre système de chauffage, après 15-20 ans, il va peut-être donner des signes de faiblesse, peut-être qu'il va même rendre l'âme. Et puis idéalement, il faudrait se poser la question, pas le 17 janvier, quand il fait moins 18 degrés dehors, et puis que ma chaudière à mazout, mon chauffage à gaz rend l'âme, par quoi je vais le remplacer? Parce que je vous promets que ce jour-là, vous n'allez pas vous poser de questions parce que vous avez très froid dehors, vous allez appeler le premier installateur qui est disponible dans le coin et puis qui pourra vous remettre quelque chose pour vous chauffer. Donc, une des clés de la rénovation, c'est vraiment d'anticiper. Posez-vous déjà les bonnes questions aujourd'hui. Peut-être pas forcément agir aujourd'hui, mais se poser les bonnes questions. Anticiper la rénovation. Vous verrez, il y a quelques mots comme ça clés que j'aimerais que vous reteniez, plus que savoir combien je mets d'épaisseur d'isolation. Ça, ce n'est pas le but de la journée, mais vraiment anticiper une rénovation énergétique. Après, on a la rénovation complète.
Là, généralement, c'est après allez, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. Qu'est-ce qui se passe sur un bâtiment? Vous avez les crépis qui commencent à cloquer. Vous avez votre toiture qui prend l'eau, quoi. Elle est plus étanche. Puis là, vous allez agir de façon beaucoup plus globale. Vous allez devoir investir sur le bâtiment pour le rendre encore fonctionnel. Et puis, vous avez vos crépis qui cloquent. Vous pouvez, parce que vous n'avez pas forcément un bâtiment qui est peut-être protégé, vous pouvez l'isoler par l'extérieur. Donc, en réalité, si votre crépi cloque, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez monter un échafaudage, vous allez piquer le crépi pour mettre une couche de peinture. Stop! Mettez une couche d'isolation entre deux. La plus-value, elle est super intéressante. Donc, prenez des opportunités aussi, si vous avez des éléments de rénovation à entreprendre, d'aller un tout petit peu plus loin que juste l'aspect, je dirais, visuel, plus loin que l'aspect juste légal, mais profitez de la situation, prenez des synergies pour aller plus loin. Vous avez votre toiture qui est plus étanche, vous allez remplacer les tuiles, profitez de l'isoler en même temps. En plus, il y a des sous pour nous aider. C'est sympa, quoi. Et puis après, je vais passer rapidement, mais on peut aussi remplacer un bâtiment. S'il est très vieux, si vous avez votre programme intérieur du bâtiment qui ne vous plaît pas, puis que vous avez beaucoup de murs porteurs, et puis que ça coûte vraiment très très cher de le reprendre. Vous voyez, les bâtiments des années peut-être 60-70, on a des petites cuisines, on a des petites pièces qui sont séparées, puis on aimerait agrandir tout ça. Finalement, ce n'est pas forcément ce que je préconise, mais l'option de démolition, reconstruction à neuf, on peut l'envisager aussi, particulièrement si on peut densifier. D'un point de vue financier, ça peut être intéressant parce que ça peut aussi me rembourser certains coûts. Donc, la bonne stratégie, c'est l'anticipation. Ça, c'est la clé. Pensez suffisamment tôt. L'opportunité, si j'ai des éléments d'enveloppe que je dois rénover, si j'ai des installations techniques qui ne sont plus aux normes, par exemple, vous avez votre chaudière à mazout, puis vous avez le sticker Opère, protection de l'air, puis que vous devez la changer dans 2-3 ans, commencez à réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais faire pour la remplacer, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Alors, aujourd'hui, on est un peu dans une situation de précipitation, parce que je sais, on a vu une explosion des demandes pour les personnes qui ont des chaudières à gaz et à mazout depuis un certain 24, je crois que c'était février. Et quand on doit se précipiter, ce n'est pas toujours très très bien. C'est pour ça que vraiment anticiper, prendre des opportunités. Et puis une bonne rénovation, c'est une rénovation qui est vraiment bien planifiée dans sa globalité. Ça, c'est vraiment super important. Rajouter un petit bout d'isolation sur un demi-mètre carré de façade sud parce que je dois refaire un bout de peinture, ouais, ça va coûter, mais ce n'est pas super efficace. De vraiment penser dans la globalité, ça, c'est vraiment très, très important. Je passe rapidement sur ce slide, mais sans aller jusqu'à la démolition, si vous avez la possibilité d'agrandir, de transformer peut-être des combles qui n'étaient pas chauffés en un appartement supplémentaire, en un studio peut-être que vous pouvez louer, ça aussi, c'est des éléments qui vont pouvoir vous aider en termes de financement. Donc ça, il ne faut pas forcément négliger. C'est quelque chose qui a été mis en avant, alors c'est un contexte qui est tout à fait différent, je ne travaille pas là-bas, moi je connais bien le contexte valaisan, mais sur Genève, ils ont voté une loi pour faciliter les créations des surélévations de bâtiments pour justement permettre d'avoir des rentrées financières plus grandes aux propriétaires pour entreprendre des travaux de grande ampleur. OK. Maintenant, c'est bien. Mais comment est-ce que pratiquement je peux faire? Alors, depuis quelques années, les cantons ont introduit un outil qui permet en fait à des experts qui viennent chez vous de faire un audit énergétique standardisé, avec un outil qui est standardisé qui s'appelle le CECB, le CECB+. Ce truc-là, en fait, il va vous aider à planifier la rénovation. Donc c'est un bilan énergétique qui se fait, peut-être que vous avez entendu parler de ce truc-là. On va avoir avec un CECB une note énergétique qui est donnée sur le bâtiment. Est-ce que mon bâtiment il consomme beaucoup? Est-ce qu'il est bien isolé? Est-ce qu'il est moyennement isolé? Ça va me donner une première information. Vous voyez, contrairement au frigo ou bien aux télévisions, vous avez une note. Dans l'évaluation du bâtiment, il y a toujours deux notes. Il y a une première qui est liée à l'enveloppe du bâtiment. Donc, est-ce que mon bâtiment il est bien isolé, mal isolé, très peu isolé? Et puis, il y a une note globale qui prend compte à la fois de l'isolation du bâtiment et à la fois de la production de chaleur. Donc, si vous êtes chauffé avec de l'électrique directe, pas bien. Ici, vous serez plutôt en rouge. Si vous êtes au mazout, on sera pas terrible. Si vous avez un bout d'énergie renouvelable, on sera un petit peu plus haut.
Mais si vous avez un bout d'énergie renouvelable et puis une isolation qui est totalement inexistante, ben même au niveau de la note globale, vous ne serez pas parfaitement bon non plus. Et puis, cette étiquette énergie, certes, c'est intéressant de savoir un tout petit peu combien je consomme, d'avoir une idée, de discuter avec un expert. Ça, c'est une chose. Mais en plus, le CECB+, en plus, va vous donner un rapport de conseil. L'experte sera en mesure de vous donner jusqu'à 3 scénarios de rénovation. OK, vous souhaitez remplacer votre système de chauffage. Très bien, c'est le premier scénario. Vous voulez isoler votre toiture, remplacer le système de chauffage. Deuxième scénario. Vous voulez tout rénover votre bâtiment. Troisième scénario. Et puis pour chacun de ces scénarios, vous allez avoir votre nouvelle consommation d'énergie qui sera modélisée, et puis vous aurez un ordre de grandeur de coût. Ça, c'est super intéressant, parce que ça va vous permettre de planifier, de savoir combien est-ce que vous allez devoir sortir soit de vos fonds propres, soit de votre réserve personnelle, soit d'aller à la banque pour quémander une rallonge d'hypothèque éventuellement. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est un outil qui est très, très, très utilisé. Il est super intéressant pour les audits énergétiques. Et en plus, lorsque vous devez faire une demande de subvention auprès du canton, il y a une obligation d'effectuer ce type d'audit énergétique dès qu'il y a une subvention de plus de 10 000 francs qui est demandée. Pourquoi? Parce que en fait, l'argent qui est investi, la Confédération et le canton aimeraient qu'il soit investi là où c'est le plus pertinent. Alors peut-être que mettre une pompe à chaleur dans un bâtiment de 1920 qui n'a pas été rénové avec des départs de température de radiateur à 80 degrés, ce n'est pas une bonne idée. Peut-être que mettre 30 000 francs pour rénover la toiture de ce bâtiment, ce sera beaucoup plus efficient en termes énergétiques. Et puis ça, l'idée, c'est vraiment de vous donner une approche globale. Donc ça, c'est un outil qui est à disposition aujourd'hui, qui, au niveau de la commune de Vétro, entre parenthèses, est subventionné à hauteur de 1 000 francs pour les bâtiments individuels. Et puis, je n'ai pas tous les chiffres parce qu'il faudrait que je retienne toutes les communes, mais je crois que c'est 300 francs par appartement pour de l'immeuble collectif. Jusqu'à une hauteur de 3 000 francs. Parfait. Ah ben, pas trop mal, hein, samedi matin. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je peux vous donner un ordre de grandeur. Pour une villa, ça coûte à peu près 2 000 francs. Donc la moitié est subventionnée, accessoirement, le reste est déductible fiscalement aussi. Tout ce que vous allez entreprendre comme travaux d'amélioration énergétique, c'est déductible d'un point de vue fiscal. OK. Là, si vous voulez trouver des experts, vous allez sur cecb.ch. Si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, vous y allez sans autre. Et il y a des stands d'information. Moi, je serai un petit moment au stand. Il y a le stand du canton, et puis de la commune. Je serai au stand du canton et de la commune jusqu'à 14 h. Donc, vous pouvez encore venir me voir si jamais, par la suite, s'il y a des questions pour plus de détails ou de particularités sur vos objets. OK, mon bâtiment, il consomme beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, la sobriété prévaut sur l'efficacité. Elle n'est pas belle, cette phrase, hein? La sobriété prévaut sur l'efficacité. La meilleure énergie, ça a été dit tout à l'heure, hein, j'étais là-bas, la meilleure énergie, la plus simple, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça, c'est la plus facile à produire. C'est clair. Mais peut-être que dans certains cas, elle coûte quand même un peu. Hein. Des travaux de rénovation lourds, ce n'est pas gratuit non plus. Hein. Mais la sobriété prévaut à l'efficacité. C'est toujours mieux d'avoir une très bonne isolation sur un bâtiment plutôt que d'avoir des producteurs de chaleur qui sont très très efficaces d'un point de vue, je dirais, agent énergétique, l'exemple de la pompe à chaleur, mais qui auraient des coefficients de performance qui seraient très mauvais et qui fonctionneraient quasiment comme des chauffages électriques. Et puis moi, j'ai un de mes collègues avec qui je faisais ces présentations en Suisse romande qui un jour a sorti une très très bonne remarque, enfin une très bonne comparaison. Vous pouvez avoir la voiture la plus efficiente que vous voulez, mais si vous roulez toute l'année avec 300 kg de cailloux dans le coffre, vous verrez que la voiture, elle consomme quand même pas mal, quoi. Donc vraiment, on va essayer d'optimiser un tout petit peu ces besoins d'énergie. Alors, c'est impossible en 45 minutes qu'on aille dans tous les détails. Mais j'aimerais vous donner quelques ordres de grandeur, vraiment quelques ordres de grandeur sur la consommation énergétique d'un bâtiment. Elle va dépendre de quoi? Du comportement des utilisateurs, la température de chauffage. Je pense que vous avez compris ces jours-ci, à moins que vous n'ayez pas d'électricité chez vous, pas de télé, pas de radio, pas d'Internet, pas de Facebook, pas d'Instagram, enfin rien du tout, vous avez certainement entendu que 1 degré de moins, c'est entre 5 et 7 % d'économie d'énergie. C'est juste. C'est juste.
Alors, le comportement des utilisateurs, oui, c'est important. Mais là, je me mets un peu en porte-à-faux. Moi, je suis toujours un peu embêté avec cette réduction du confort. Mais admettons qu'on ne soit pas dans une situation de crise où on risque de manquer sérieusement d'énergie. Si on n'était pas dans cette situation de crise, je vous dirais, si vous voulez chauffer à 22 ou à 23 degrés, parce que c'est votre température de confort, vous le faites. Mais par contre, vous ne chauffez pas à 22 ou 23 degrés et puis vous ouvrez les fenêtres toute l'année parce que vous avez trop chaud. Vous allez régler votre système de production de chaleur. Là, il y a aussi des économies à faire sur les systèmes de régulation. S'il y a des pièces qui ne sont pas utilisées, on peut baisser la température. Ça ne coûte rien, ça fait des économies, c'est bien. Donc le comportement de l'utilisateur, il y a des petites astuces qui permettent de réduire rapidement les consommations. Ce n'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Nous, on va parler de la qualité de l'enveloppe du bâtiment. Un bâtiment, je dois lui amener de l'énergie, je dois le chauffer. Pourquoi? Parce qu'en hiver, il fait moins 10, et puis dedans, j'aime plutôt avoir 20 degrés. Donc il y a une différence de température. Puis pour diminuer ces pertes, le seul moyen, c'est de l'isoler. Et puis le bâtiment, comment il consomme de l'énergie? Comment il consomme de l'énergie? Où est-ce que j'ai des pertes au niveau de l'enveloppe? Alors, on a les murs extérieurs, c'est à peu près 25%. Mais vous voyez, c'est un ordre de grandeur, parce que si je prends un bâtiment qui est Minergie-P, il n'aura peut-être pas 25% à travers les murs. Mais vraiment un ordre de grandeur, 25%. Les fenêtres, de vieilles fenêtres, c'est à peu près 13%, 13-15%. La toiture, c'est à peu près 20%, en lit 17. Moi, quand c'est des ordres de grandeur, les chiffres précis, j'aime pas trop, quoi. Donc 17-20%. Vous avez contre le terrain ou contre des locaux non chauffés. Ça, c'est des travaux souvent qui sont assez simples. Vous avez des sous-sols qui ne sont pas chauffés, et puis vous avez la partie supérieure qui est chauffée. Vous avez votre dalle, si le bâtiment est des années 60-70, c'est certain que vous avez très très peu d'isolation entre la zone chauffée et la zone non chauffée. Ça, c'est des travaux qu'on peut faire assez simplement. Isoler la partie inférieure, ou si vous voulez, le plafond du sous-sol. C'est des choses qui sont assez intéressantes. Isoler les murs, bon, ça c'est des travaux un petit peu plus délicats. Après, vous avez les défauts d'étanchéité et de l'aération. Un bâtiment, je dois l'aérer, bien évidemment. C'est clair que quand j'ouvre les fenêtres, je perds un peu d'énergie. Ça, c'est sûr. Mais après, il faut quand même continuer d'aérer, parce que ça, c'est pas terrible, un bâtiment qui n'est pas aéré. Après, ce qui part par la cheminée, là, c'est en particulier si vous avez des chauffages fossiles ou, je dirais, à combustion. C'est le rendement du système de production de chaleur. C'est le nombre de litres de mazout ou le mètre cube de gaz que vous payez pour chauffer les oiseaux. Donc, si je prends une villa, 4000 litres de mazout, on consomme pas mal cette villa, 4000 litres de mazout par an. 10% de perte, c'est 400 litres que vous utilisez pour chauffer les oiseaux, quoi. Ils sont contents, ça c'est sûr. Mais ça part de votre porte-monnaie. Et puis 10% sur de vieilles installations qui ont une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, on n'y est pas du tout. On est plutôt à 15, 20, 25%. Donc c'est plutôt 1000 litres que vous utilisez pour chauffer les oiseaux. Donc ça, c'est aussi des éléments qui ne sont pas inintéressants. Après, on a la consommation moyenne d'électricité. Ça, c'est clair que c'est plutôt lié au comportement, au type d'appareillage. Et puis l'eau chaude sanitaire, 9%. L'eau chaude, ouais, on veut toujours se laver, quoi. Ça va être difficile. C'est un élément qui est assez particulier à réduire en termes d'efficacité. Il y a les fameux, si on va aller très rapidement, vous avez des réducteurs de débit que vous pouvez mettre en fait, sur les pommeaux de douche, sur le lavabo. N'allez pas mettre ça sur la baignoire, parce que la baignoire, vous voulez la remplir. Si vous mettez un réducteur de débit, au lieu de mettre 1 heure pour la remplir, vous mettez 4 heures. Ça, ce n'est pas l'objectif. Mais sur les éléments où vous utilisez de l'eau simplement, c'est quelque chose qui est utile. L'enveloppe thermique, pour diminuer les pertes à travers l'enveloppe thermique, c'est là où on a le gros morceau de la perte énergétique. Il n'y a pas de miracle, il faut isoler. Il faut isoler. Là, j'ai mis un petit exemple d'isolation de façade. On peut faire d'isolation intérieure, d'isolation extérieure. Si on peut faire d'isolation extérieure, c'est mieux. C'est plus simple à gérer au niveau de ce qu'on appelle des ponts thermiques, des problèmes d'humidité, de transmission de vapeur dans les murs. Là, pour moi, il y a juste un message. Si vous faites de l'isolation intérieure, si vous devez faire de l'isolation intérieure parce que le bâtiment il est classé ou je ne sais pas quoi, s'il vous plaît, faites appel à des spécialistes pour la mise en œuvre. Parce que c'est particulièrement délicat. Il ne faut pas qu'on ait la vapeur d'eau de la cuisson des pâtes qui passe à travers l'isolation et le mur, puis que ça condense quelque part derrière. Donc c'est des travaux qu'on peut faire. Ça se fait, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il faut vraiment que ce soit fait dans les règles de l'art. Comment on sait le faire? Après, ça, c'est une chose. Vous avez aussi les toitures que vous pouvez isoler, les fenêtres que vous pouvez remplacer, et puis les planchers.
Donc l'enveloppe du bâtiment, l'isolation de l'enveloppe du bâtiment, c'est vraiment la clé pour réduire ses besoins d'énergie. Et puis là, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez sans autre passer après au stand de la commune et puis du service de l'énergie. Si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, on pourra vous donner quelques explications. Après, la production de chaleur, d'une fois que j'ai réduit ma consommation, encore une fois, voyez, restez simple et anticipez. J'insiste sur l'anticipation, ça c'est vraiment une clé. Après, planifier suffisamment tôt le système de chauffage. Évitez le 17 janvier, quand il fait moins 18 degrés, puis que ça claque. Ça, c'est trop tard. On n'a pas planifié à ce moment-là. On va être coincé. Et puis après, choisir le système de chauffage. Allez, on pourra aussi en discuter tout à l'heure. On va privilégier les énergies renouvelables, bien évidemment. Que ce soit de la chaleur à distance, que ce soit un peu de pompe à chaleur, une pompe à chaleur avec des panneaux solaires photovoltaïques, c'est des choses qui sont super intéressantes. Avec trop, il y a du soleil, ça marche bien quand on Valais de façon générale. Donc vraiment, essayez de privilégier plutôt les énergies renouvelables. Parce qu'on ne sait pas trop, n'oubliez pas, dès qu'on parle de fossiles, c'est de l'importation. Donc ça veut dire qu'on est fortement dépendant de l'étranger, puis on s'en rend très bien compte aujourd'hui. Un petit mot juste sur l'aération aussi. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup moins aérer les bâtiments. On entend aussi, et c'est faux, j'isole mon bâtiment, je vais le transformer en thermos. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Votre mur, il est étanche à l'air, en principe, hein, même s'il n'est pas isolé. J'espère, parce que sinon, il a des grosses fissures. Par contre, ce qui peut être vrai, c'est remplacer les anciennes fenêtres. Vous voyez vos fenêtres en bois, là, avec des boiseries ou des huisseries qui ne ferment pas très bien, où il y a une espèce de renouvellement d'air naturel qui se fait. C'est des choses qu'on n'aime pas trop, ce renouvellement d'air naturel, parce que ce n'est pas contrôlé, c'est vraiment des pertes d'énergie. Je remplace mes fenêtres, je mets des vieilles fenêtres, des nouvelles fenêtres. Hein. Ces fenêtres, elles seront beaucoup plus étanches parce qu'elles sont neuves. Donc, l'air extérieur qui rentrait de façon incontrôlée, ben, il ne rentre plus. Il faut ouvrir les fenêtres. Il faut aérer un bâtiment, c'est absolument indispensable. Et puis, comme on sait qu'on aère moins aujourd'hui, ben, des fois, on se retrouve confronté à ce genre de choses. Alors c'est super, hein, si vous êtes mycologue, peut-être que ça vous intéresse d'avoir de la moisissure, quoi. Mais autrement, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. Et puis ça, souvent, ce n'est pas des défauts de construction, mais c'est vraiment lié au comportement de l'utilisateur qui n'aère pas assez. Et puis l'aération, on peut, lorsqu'on fait de la rénovation, mettre en place des systèmes qui sont automatiques. Si on n'a pas l'habitude d'aérer, ou bien si vous êtes... Aujourd'hui, c'est monsieur, madame, plutôt le mode de vie suivant, monsieur, madame et leurs enfants. Monsieur, madame se lève le matin, monsieur va à la crèche amener les enfants et va travailler, madame prend le plus grand et va à l'école et va travailler, puis on n'aère pas quand on a pris sa douche. Moi, je me rappelle, à l'époque, ma maman, il y avait le duvet qui était à la fenêtre de la maison toute la matinée. C'était aéré. Aujourd'hui, on aère moins. Donc, il y a des systèmes mécaniques qui permettent d'aérer aussi, à plus ou moins grand investissement, je dirais, en termes de travaux, plus que de coûts. On a des systèmes avec la récupération de chaleur, on peut avoir du simple flux. Bref, pensez à la ventilation, pensez à l'aération aussi lorsqu'on fait de la rénovation des bâtiments. Un mot sur les subventions, parce que c'est un peu le nerf de la guerre aussi, parce que bien évidemment que isoler son bâtiment, remplacer son système de chauffage, ça coûte. Ça c'est indéniable. Alors, bien évidemment, ça va prolonger la durée de vie du bâtiment. Vous allez gagner en confort parce que vos murs qui seront isolés, ben, ils seront plus froids du côté intérieur, ils seront chauds. Et puis ça, même si vous chauffez à 26 degrés et que vous êtes dans une grange, je vous promets que quand vous êtes près des murs, ce n'est pas très agréable, quoi. Si votre bâtiment il est isolé et qu'il fait 20 degrés à l'intérieur, vous n'avez pas vos murs qui sont froids, vous n'avez pas cette sensation de rayonnement de froid. Et puis ça, c'est quelque chose qui est un peu vicieux parce que vous n'arrivez pas à le mesurer. Vous savez, avec les thermomètres qu'on aime bien en Valais, ceux au mercure, quoi. Vous n'arrivez pas à mesurer ça avec un thermomètre standard. Il faut prendre un système particulier de mesure pour mesurer cet effet rayonnement. Quoique, nous, on est super bien équipés parce que notre peau, on le sent bien, quoi. Donc, isoler un bâtiment, c'est du confort. Tout ça, ça coûte cher. Oui, bien évidemment. Donc, il y a des subventions. Moi, je vous renvoie vers déjà un site. Il s'appelle francenergie.ch. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est la confédération. En allemand, il s'appelle energiefranken.ch. Franc énergie, ça fait bizarre. Ça. Là, vous avez la possibilité de sélectionner la commune sur laquelle vous vous trouvez, et puis il vous donne toute la liste des subventions cantonales et fédérales.
mais il n'y a encore pas les subventions communales qui sont introduites là-dessus. Je ne sais pas comment c'est géré au niveau de la base de données, mais ça pourrait être intéressant d'avoir aussi des subventions communales. Mais ça vous donne déjà un premier indice. Puis vous déroulez dans ce site, j'ai mis Vétro, puis il y a tout plein de subventions qui sont possibles. Vous avez les subventions du canton, donc c'est le programme bâtiment, programme Modena, que vous trouvez sur le site web du canton. Mais si vous allez sur Franc Énergie, il vous renvoie sur le site web du canton. Et puis là, vous voyez, vous avez des subventions pour l'isolation thermique, pour l'amélioration des classes énergétiques. Programme super intéressant. Vous voulez rénover votre bâtiment de façon globale, on vous donne un montant par surface chauffée améliorée en fonction du saut de classe énergétique. Et puis si vous êtes tout au fond en rouge, votre bâtiment n'est pas bon du tout, puis vous êtes en G, puis vous passez en B, ben vous touchez quelque chose comme, je crois, 260 francs par mètre carré. C'est pas rien, hein. En termes d'investissement, ça peut aller jusqu'à 30%, 40%, plus la commune. Aujourd'hui, il y a vraiment de quoi faire, il faut juste bien planifier les choses. Après, il y a des subventions aussi en lien avec le remplacement des installations de production de chaleur fossiles. Vous avez pour les économies d'électricité, ça c'est plutôt dédié, je dirais, à l'industrie. Et puis après, vous avez d'autres éléments comme les véhicules électriques, bornes de recharge, ça va disparaître, les capteurs solaires thermiques, chaleur à distance. Donc il y a des subventions qui sont données, donc si j'ai bien compris, en négociation pour la production du chauffage. Mais si vous vous connectez à un producteur de chaleur, de chauffage à distance, vous avez aussi droit, vous, à la possibilité d'avoir une subvention. Il y a aussi la possibilité de prolonger, ce n'est pas une subvention directement, mais vous avez reçu une directive de OPER, du service de l'environnement, que vous voulez remplacer votre chaudière à gaz ou à mazout parce qu'elle est plus aux normes. Si vous arrivez à prouver à l'OPER, au service de l'environnement, pardon, que vous allez prendre des mesures de rénovation sur votre bâtiment, ils peuvent vous prolonger le délai. Donc ça, ce n'est pas toujours inintéressant parce que ça évite de se retrouver vraiment coincé au niveau du timing. Et puis après, vous voyez, même le canton met subvention pour les communes. Ils ont une liste des communes qui donnent des sous. Je dirais que plus de 80% de la population valaisanne a droit à des subventions. Il y a encore quelques petites communes qui n'ont pas soit les moyens financiers, soit l'envie. Entre parenthèses, je ne veux pas faire de pub pour Vétro, mais vous êtes plutôt bien lotis, quoi. En termes de subventions, c'est plutôt généreux, c'est une excellente chose, quoi. Voilà, là vous avez le détail des subventions de la commune, si jamais ça vous intéresse. Stan commune, Stan État du Valais, on vous redonne ces informations tout à l'heure. Les conditions d'octroi pour les subventions. J'ai encore quelques petites minutes, et pour moi ça c'est super important. Le bâtiment doit dater d'avant l'an 2000 pour tout ce qui est de l'isolation de l'enveloppe du bâtiment. Si vous remplacez votre chaudière à mazout qui date de 2005, ce n'est pas un problème, vous aurez la subvention. Par contre, si votre bâtiment a été construit en 2003 et puis que vous voulez isoler la toiture, vous n'aurez pas de subvention. Normal, parce que l'argent qui est investi par la Confédération et par les cantons aimerait qu'il soit d'abord investi sur les bâtiments qui ont le plus grand potentiel d'amélioration énergétique. C'est pour ça que moi, qui ai ma maison de 2007, j'attendrai quelques années, tant pis. Mais heureusement, elle consomme moins que le bâtiment des années 60. Ça, c'est clair. Il doit être chauffé. Vous voulez rénover votre grange, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas de subvention, ça va être considéré comme du neuf. La demande doit être déposée avant le début des travaux. La demande doit être déposée avant le début des travaux. C'est super important. Il n'y a pas de subventions qui sont versées rétroactivement. Vous devez absolument faire la demande avant le début des travaux. Ça, je vous rends super attentif à ça, c'est très important. Le montant de la requête, c'est 3 000 francs. Il ne rentre pas en matière s'il y a moins de 3 000 francs de subvention. Ben ouais, parce que le traitement administratif, contrôle de dossier, tout ça, ça prendrait plus de temps que ça, c'est pas génial. Même si ça a été très optimisé. Le montant subventionné, s'il y a plus de 10 000 francs de subvention, il faut faire, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le CECB+. Ça, c'est la clé. Les travaux doivent être réalisés dans un délai de 24 mois pour ce qui est, par exemple, le remplacement des producteurs de chaleur. Donc, vous déposez la demande de subvention, vous avez 24 mois pour faire les travaux. Si c'est des travaux qui se font dans leur globalité, des sauts de classe énergétique, vous pouvez aller jusqu'à plus 12 mois. Ça fait 36 mois. Et dans certains cas, ils ne sont pas très embêtants. Si vous avez commencé les travaux, puis qu'il vous manque encore quelques mois, vous appelez le service de l'énergie, il rentre en
discussion sans aucun problème. Bon, au-delà de 48 mois, c'est pas... quand même. Pour info, le remplacement des fenêtres en tant que tel est plus subventionné depuis longtemps. Et puis n'oubliez pas que tous ces travaux sont déductibles fiscalement. Et puis ça, en fonction de votre revenu, je vous promets que ça peut être aussi super, super, super intéressant. Il faut y penser. Juste deux petits exemples. Là, c'est un petit immeuble de 3 logements qui était en GG. Alors, c'est un bâtiment qui est particulièrement simple hein, parce qu'il est super lisse, il n'a pas de grands décrochements. Je prends l'exemple de ce bâtiment dans lequel on se trouve où l'isolation périphérique, ce serait assez délicat. Mais voilà, ce bâtiment, il est assez simple. L'état actuel, c'est GG. On a fait des variantes de rénovation. Et puis, une rénovation complète de l'enveloppe du bâtiment et de la toiture. Comme c'est un bâtiment qui est simple, alors malheureusement aussi, l'outil nous donne des ordres de grandeur au franc près, c'est environ 400 000 francs. On a des subventions possibles ici, dans le cas d'une rénovation complète, quand je fais des sauts de classe, de l'ordre de 170 000 francs. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Après, bien sûr, les 400 000 francs, je dois les trouver. Ça c'est sûr. Et puis là, vous avez l'évolution de la consommation d'énergie, si ça vous intéresse, pour ce bâtiment, vous pouvez regarder. Si j'ai bien compris, les slides seront mis à disposition. Hein. Donc, vous pouvez regarder en détail l'évolution de la consommation d'énergie par rapport à l'état initial et par rapport au bâtiment rénové. Donc, vous voyez, mon facteur 4, 5, j'y suis, quoi. Mais là, il y a des grands travaux qui ont été pris. Hein. Je vous donne un petit exemple plus petit. C'est un chalet individuel qui est en GG, donc qui consomme beaucoup d'énergie. Après rénovation, on voit ici les travaux qui ont été faits, hein, donc de l'isolation extérieure, on a isolé la toiture depuis l'intérieur, les dalles vers les locaux non chauffés qui ont été remplacés. Il y a eu des travaux pour 82 000 francs, là les factures sont retournées. Alors je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a aussi une légère augmentation des coûts. Que ce soit aussi bien sur les pompes à chaleur, aussi bien sur l'isolation, c'est monté un peu, quoi. Ça c'est sûr. Mais là, on était à 82 000 francs et puis on a 25 000 francs de subvention. C'est pas rien non plus. Si je rajoute encore ma déduction fiscale, voilà. Et puis en termes de déduction fiscale, je ne vais pas vous expliquer ça, mais essayez d'optimiser. Donc on a 24 mois pour faire les travaux, ça veut dire que je peux gentiment étaler un peu les factures. Même si depuis 2020, on a la possibilité de reporter les coûts d'investissement sur plusieurs années si le montant dépasse le revenu. Je ne peux pas ventiler, donc diviser par 3, mais je peux reporter. Rénover, puis je terminerai là-dessus. Quels sont les avantages? Réduire les besoins, c'est la bonne rénovation. Réduire les besoins. Paraît-il qu'il faut répéter les choses pour que les gens comprennent bien. Hein. Réduire les besoins, économiser l'énergie, c'est d'abord ce qui est le plus intéressant. L'accroissement du confort, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. On parle d'économie d'énergie, mais un bâtiment qui sera isolé et qui sera aéré sera beaucoup plus confortable qu'un bâtiment qui n'est pas isolé. On va avoir une augmentation ou maintien à long terme de la valeur du bien immobilier. Rappelez-vous le petit exemple du début, là, bâtiment des années 60 chauffé au mazout, pas isolé, et puis rénové, bâtiment des années 60 rénové, chauffé énergie renouvelable. Moi, si je suis acquéreur de ce bien, je vais prendre celui d'en bas. Bon, vous avez compris que c'était le même bâtiment, bien évidemment. Mais... Durabilité du bien accrue, des travaux de rénovation, de toute manière, vous allez devoir entreprendre sur votre bâtiment, de toute manière. Parce que sinon, voilà, ce sera une ruine après quelques années. Les clés du succès, l'anticipation, la planification réfléchie, la réduction des besoins énergétiques. Vous voyez, je suis presque sénile parce que je le répète 36 fois. Et puis, quelque chose qui est indispensable, c'est le contact avec les professionnels. N'allez pas vous faire, excusez-moi le terme, vous faire refiler des installations miracles. Les technologies spatiales, ça ne marche pas. La feuille d'aluminium qu'on met pour isoler un bâtiment, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. La couverture de survie, ça marche un petit moment. Mais moi, je vous défie de passer 4 jours en montagne avec une couverture de survie. Ça marche un petit moment, oui, parce que ça protège du rayonnement, mais pas de la conduction. Où vous avez des rendements supérieurs à 100%, ou des pompes à chaleur avec des coefficients de performance de 32. C'est juste pas possible. Donc attention, et ça c'est un risque, parce qu'aujourd'hui, comme il y a pas mal d'argent à disposition, je suis sûr qu'il y a pas mal de personnes dans la salle qui ont reçu « Bonjour, je vends des panneaux solaires qui viennent du sud-est de l'Ouzbékistan, vous ne serez pas intéressé à... » Voilà. Faites attention au démarchage aussi, aujourd'hui on en a pas mal. Voilà, le message il est là, moi je réponds un petit peu aux questions, j'ai plus beaucoup de temps parce que j'ai... parce que moi j'ai tendance un peu à beaucoup m'étaler.
je suis en stand jusqu'à 14 h, et puis il y aura aussi Daniel Votet qui a posé une question tout à l'heure du service d'énergie. Il y aura quelqu'un du service de l'énergie pour les subventions. Moi, j'ai pris pour la commune, je sais à peu près ce que vous avez droit, puis si vous avez des informations techniques à disposition. Merci, et puis je réponds aux questions s'il y en a. Félicitations à M. Sepet parce que c'était vraiment un exposé très passionnant et captivant. Bravo, félicitations. Avant d'ouvrir les questions au public, je veux juste revenir sur le règlement communal. En effet, vous l'avez vu, Vétro est doté d'un règlement communal de soutien aux économies d'énergie depuis 10 ans exactement. Donc c'est vrai qu'en ce temps-là, il y a 10 ans, nous étions un peu pionnières pour les subventions. Par exemple, nous étions à peu près la première commune à subventionner les panneaux solaires photovoltaïques. Donc ce règlement a 10 ans, il a bien vécu, il est très généreux en effet, M. Sepet l'a dit. Nous subventionnons d'ailleurs toujours les fenêtres, contrairement au canton. Par contre, c'est la part qui est sur-obligatoire que nous subventionnons. Donc il y a des minimums légaux pour des fenêtres, et si vous en faites plus, eh bien, on vous donne des subventions encore pour les fenêtres. Ce règlement est en cours il est retravaillé actuellement pour le mettre au goût du jour, mais je pense que d'ici encore 1 année ou 2 ans, il est encore en activité telle qu'elle. Donc, au stand, en bas, il y aura des exemplaires à votre disposition et des explications. Voilà, j'ouvre les questions. Qui aimerait poser une question? Oui. Doit-on payer les impôts sur les subventions? Bonne question. Doit-on payer? Pas directement. Mais en fait, le montant des travaux que vous allez pouvoir déduire fiscalement, c'est moins les subventions. Vous voyez, vous avez pour 150 000 francs de travaux d'investissement, de coûts d'investissement, vous recevez 50 000 francs de subvention, vous pourrez déduire que les 100 000 francs en fait. Ouais, on ne paye pas les impôts. On ne paye pas les impôts. On ne paye pas les impôts. Non, on déduit de la subvention. C'est Dominique qui fait la gym avec le micro. Bonjour. Là, vous avez indiqué un prix pour le CECB. C'était le CECB ou bien le CECB+? Non, c'est le CECB+, pardon. Merci d'avoir précisé. Ouais. Un CECB, la simple étiquette énergie pour une villa, on est plutôt autour de 600-750 francs. C'est à peu près une demi-journée, un peu plus d'une demi-journée de travail, quoi. Donc, par contre, le CECB vous donne que l'étiquette énergie. Hein. Il n'y a pas tout le rapport de conseil et d'analyse. Et puis le CECB n'est pas subventionné par la... Si, aussi, 1000 francs. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous conseillez comme type d'isolation extérieure? Laine de verre, laine de bois Ça dépend de votre bâtiment. Ça dépend de si vous voulez plutôt économiser sur l'épaisseur, si vous voulez plutôt un isolant qui est totalement biosourcé. Je n'ai pas d'a priori. Ce serait discuter avec vous et puis avoir selon votre envie. Si vous voulez parler d'énergie grise, on peut mettre de la laine de mouton ou du chanvre, sauf qu'on doit mettre un petit peu plus qu'un EPS ou un XPS, quoi. Puis après, ça va dépendre aussi de la hauteur du bâtiment, parce qu'il y a des normes feu. Je ne peux pas mettre forcément de l'EPS sur des bâtiments de plus de 11 mètres sans mettre des bandes. Enfin, c'est pour ça que là, les professionnels sont bienvenus, quoi. Mais ça dépend du bâtiment. Une chose, c'est important pour moi que vous compreniez bien, chaque bâtiment, il est unique. Chaque bâtiment est unique, c'est important de bien voir la situation. Voilà, désolé d'avoir dégagé en touche, quoi, mais... C'est possible d'avoir une double énergie, garder le gaz et puis mettre autre chose avec? Ouais, mais keep it simple, restez simple, c'est toujours mieux. Mais si l'installation de gaz existe déjà, elle est trop récente pour la changer. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous voudriez la changer? Pour économiser de l'énergie grâce à une pompe à Ah, gaz. vous voulez et puis la garder en secours ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Mais ça vaut la peine, je veux dire, financièrement. Non, franchement pas, parce que vous n'aurez pas la subvention. Vous n'aurez pas la subvention parce que si vous gardez un chauffage fossile à disposition, là, ils ne vont pas rentrer en matière pour la subvention. Ce qui est logique, parce qu'ils vont se dire, ben, il y a le gaz, le jour où le gaz il redescend, vous allez réutiliser le gaz. Et puis, voilà, ils ont investi pour rien, au final. Parce qu'il y a l'économie d'énergie, mais aussi, là, il y a une politique qui se planque là derrière. C'est tout ce qui est accord de Paris, accord de Kyoto, qui date déjà. On doit aller vers une décarbonisation. Donc, on parle d'énergie, mais il y a aussi l'environnement qui nous recoupe, quoi.
Donc, ouais, moi, si vous avez un peu d'argent à acheter par les fenêtres, ouais, sinon, ce n'est pas une bonne idée. Vaut mieux bien planifier le remplacement et puis garder du long terme avec la pompe à chaleur. Puis si vous avez l'occasion de mettre un peu de solaire photovoltaïque en plus en complément avec la pompe à chaleur, c'est top. Ouais, la bonne dalle qui traverse. Donc le pont thermique, c'est la rupture du plan d'isolation. Je viens isoler mon bâtiment où il est isolé, j'ai un gros truc qui passe à travers. Ouais. Ah, ouais, alors les ponts thermiques, il faut faire attention. Si je fais de l'isolation périphérique, donc de l'isolation extérieure, j'ai tendance à réduire les ponts thermiques. Après, c'est vrai que lorsque j'ai une grande dalle en béton armé d'un balcon, j'ai plusieurs solutions. Soit je la garde comme ça avec mon isolation extérieure, ça ne pose pas de problème. Je ne vais pas le prétériter. Il sera toujours là, ce n'est pas génial. Je peux emballer le balcon si c'est possible. Et puis si vraiment je peux aller beaucoup plus loin, je peux réfléchir un peu plus loin si c'est possible, je pourrais scier ce balcon, remonter ce balcon en autoportant, peut-être le faire un peu plus grand pour avoir quelque chose de plus intéressant. Je peux éventuellement le fermer aussi, déplacer l'enveloppe. Vous voyez, il y a plein de situations qui peuvent être mises en œuvre. Mais si je prends la plus simple, que je l'isole par l'extérieur, le pont thermique, il est là. Il va rester, il sera moins marqué. Par contre, attention, c'est si j'ai un pont thermique puis que j'isole depuis l'intérieur, si j'ai des murs de refend, des choses comme ça, là, je vais augmenter le pont thermique parce que c'est technique, je tends les lignes de flux. Mais ça, voilà. Désolé. Ouais. Ouais. Ouais, parce que ce n'était pas la mesure la plus efficiente. Et puis en fait, ça crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Surtout c'est sur les bâtiments. Alors sur les villas où on aère bien, ce n'est pas un problème. Mais rappelez-vous, je vous ai dit, quand on remplace les fenêtres, on va plutôt étanchéifier le bâtiment. Et puis là, on prend sur le bâtiment des années 60, le grand immeuble des années 60, avec plein de ponts thermiques. Et puis lorsque je n'avais pas remplacé les fenêtres, je n'avais pas de problème de moisissure. Je remplace les fenêtres parce que j'étanchéifie, on a eu beaucoup de problèmes avec ça. Donc ce n'était pas la mesure la plus efficace d'un point de vue investissement. C'est un peu ça. Mais ça reste quelque chose qui au final, est bien de faire. Hein, parce qu'aussi en termes de confort, la fenêtre, mais il faut penser après à l'ouvrir. Hein. Ouvrez les fenêtres si vous les remplacez. Question suivante. Donc M. CP sera à disposition. Je pense que ça vaut la peine après de descendre au village, après la conférence suivante qui est sur le financement des rénovations par la RFSN. Mais après, ça vaut la peine de descendre, soit pour vous alimenter, il y aura à manger, à boire, et puis pour aller poser des questions à ce spécialiste, il faudra vraiment l'accaparer. Est-ce que vous avez encore oui, là-bas au fond, je vais passer pour le micro. Parce que Dominique s'essouffle un peu de faire la course. Bonjour. Vous parliez d'anticipation. Est-ce qu'il est possible d'amener les tuyaux par rapport au chauffage à distance jusqu'à la maison et puis le jour où notre chauffage lâche, on peut raccorder? Alors, clairement, si le chauffage de sol, n'importe quoi, le chauffage à distance est en déploiement autour de votre maison et puis qu'il y a les travaux qui sont entrepris, moi je pense que c'est une excellente chose d'anticiper. Ça, et puis je pense que peut-être répondre. Hein. Oui. Donc on a, au-delà du contrat de raccordement pour l'utilisation directe, on a un contrat de raccordement pour une prévision de changement de chauffage dans les 10 années à venir. Ça vous coûtera une contribution de 3 000 francs. Et puis avec donc la signature de ce type de contrat, on va pénétrer dans le bâtiment comme je vous avais montré tout à l'heure. La chose qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas poser un échangeur de température. Par contre, avec les tuyaux, on sera à l'intérieur. Il y aura une vanne de fermeture qui vous permettra le jour où vous changez le système de chauffage, simplement d'enlever la source de chaleur que vous avez aujourd'hui. On pose l'échangeur de température et puis vous partez avec un nouveau chauffage. Les 3 000 francs qu'on vous demande de payer, c'est pour nous une certaine sécurité que vous allez venir à terme vous raccorder. Si vous le faites dans les 10 ans, ces 3 000 francs sont déduits de la taxe de raccordement. Si vous attendez plus de 10 ans, alors les 3 000 francs seront un investissement à fond perdu.
Donc par rapport à ces conditions-là, ouais, faites-le. J'ai pas d'action chez eux, hein, mais c'est... Ah oui, pardon, je dois rester là. Pardon, moi je bouge beaucoup. Hein. Parce que les conférences sont filmées Ah oui. et elles seront disponibles également sur Internet, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'ils restent dans le champ de la caméra. Ouais.